Le temps passe, alors on va commencer. Merci beaucoup, Christian Guy, d'être rejoint à nous. Je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait. Je t'ai invité parce que peut-être pour nos collègues traducteurs, traductrices qui sont plus dans le langage, les normes linguistiques, ChatGPT, pourquoi Christian Guy est ici? Je vais commencer, puis après ça, je te laisserai te présenter, Christian. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Puis en même temps, je vais admettre les gens qui arrivent. Qui se joignent à nous. Alors, merci beaucoup parce que j'ai eu, ça fait longtemps que j'ai une longue réflexion sur les traducteurs et les traductrices. J'ai toujours été confrontée par le fait que nous pratiquons un métier de communication, d'une part, et d'autre part, beaucoup sont introvertis, qu'on a de la difficulté à se mobiliser pour faire valoir je dirais, nos droits dans des associations professionnelles comme dans d'autres métiers ou dans d'autres professions que c'est déjà bien en place. On a juste à penser aux médecins, aux pharmaciens. Mhm. Euh, n'en nommer que deux. Et nous, on n'a encore pas d'association professionnelle pour défendre nos tarifs. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Et l'autre chose très pragmatique, pour avoir organisé des événements, des 5 à 7 avec les traducteurs, c'est la difficulté à les amener à réseauter en personne. C'est comme et j'ai recueilli des commentaires après, évidemment, je me demandais, bon, j'organise ça, puis il me semble qu'il y en a qui viennent, puis qui viennent pas, puis à la dernière minute, qui viennent pas, puis des commentaires comme, oh, moi, ça me fatigue de réseauter, pendant 2 jours Mhm. après, je suis fatiguée, tout ça. Alors, avec le temps, j'ai mis ça tout ensemble et puis, sans encore comprendre, puis en ne trouvant pas autour des collègues de réponse non plus à cette interrogation-là, jusqu'à ce que je vois Christian Guy arriver sur le... Et je vais vous le laisser se présenter. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je pense que c'est la personne à connaître pour les traducteurs et les traductrices. Alors, à toi, Christian. Merci énormément, Sylvie, de ta généreuse invitation et des bons mots aussi. Moi, je suis un gars de langage aussi. J'ai étudié en littérature française. Je suis un mathématicien défroqué. J'ai décidé d'aller plus du côté du langage. Donc, tout ça, ça m'intéresse énormément. J'ai fait 1000 métiers en bon penseur atypique avec tout. Si on veut parler des étiquettes, on peut les sortir tout de suite pour les éliminer, là. Ben oui, bonne idée. J'ai été diagnostiqué à la jeune enfance comme HPI, mais également HPE au niveau de l'empathie, très possible TSA au niveau de l'autisme, avec un TDAH dans le tapis quand je suis très créatif, ainsi de suite. Je dis toujours que les étiquettes n'ont aucune importance, c'est ce qu'on fait avec, comment on les accepte. Et j'ai eu le bonheur, moi, de créer une petite entreprise qui s'appelait Netgraph, qui était derrière la Toile du Québec. Pour les Québécois dans Mhm. la salle de 40 ans et plus vont savoir de quoi je parle. Euh, et malgré les apparences, la Toile du Québec, c'était pas une entreprise technologique. C'est une entreprise média. Puis j'ai même envie de dire que la Toile, c'était une entreprise de médiation entre cette transformation numérique qui s'opérait dans notre société et les citoyens et citoyennes, la population générale qui n'avaient pas encore accès à ça. Alors, on s'est dit, on va faire quelque chose pour rendre ça le plus démocratique possible. Alors, on a fait un répertoire de sites et l'histoire s'est écrite par la suite. On est la première .com à devenir publique au Canada avec une valorisation qui a atteint 2 milliards de dollars pendant la bulle. Hey, OK. C'était un peu fou. J'avais 25 ans quand j'ai lancé cette petite Yes! chose. Ouais. Et on sait que chez les garçons, à 25 ans, le Le cortex cortex préfrontal n'est même frontal. pas encore terminé. Non, c'est ça. Ouais, Alors, c'est ça. on fait pas toujours les bonnes choses. Par contre, j'ai su m'associer avec des gens qui étaient de 15 ans, mes aînés, qui avaient 40 ans à l'époque. Donc, mes trois associés étaient plus vieux que moi, beaucoup plus matures que moi. Mais je vous raconte ça parce que notre graphe, moi, quand j'ai quitté, après 5 ans, on était plus de 200 employés. Et j'ai décidé de quitter parce que je ne connaissais pas le nom de tous mes employés.
Alors, Alors, mais j'ai dit, pourtant, tu as une bonne capacité oui, de... mais c'est parce que une fois que je le sais, je vais m'en souvenir, mais je croisais des gens dans le corridor qui avaient été embauchés le matin même, puis que je ne savais pas qu'ils avaient été embauchés par une gestionnaire que j'avais moi-même embauchée. Et c'était devenu trop gros pour moi. Et je suis allé travailler ailleurs. Mais je me suis rendu compte que à la toile, on avait une vaste majorité de gens qui étaient atypiques, HPI, HPE, TSA, des weirdos, justement, que toutes nous autres, on pensait que c'était normal d'être comme ça, mais quand tu arrives dans la grande entreprise, après, tu fais le saut un peu. Là. Tu dis, oh, OK, là, je suis pas dans la bonne pièce. Là. Puis qui se ressemble, ça semble. C'est un peu comme Mhm. ça que j'ai appris mon métier de Geek Whisperer. Ce surnom m'a été donné dans les années 90 parce que des gens disaient, toi, tu es un Geek Whisperer, tu es capable de parler aux geeks, puis aux nerds, puis aux développeurs, puis ils te comprennent, puis tu es aussi capable de parler aux vendeurs, puis aux extravertis. Ça, j'étais un peu une espèce de médiateur de modem là-dedans. Et ben, fast forward une trentaine d'années, rendu à 55 ans, ben, je me suis trouvé un créneau puis je me suis assumé moi-même là, avec mes étiquettes puis tout ça. Puis j'ai dit, ben, je vais aider les gens comme moi, plus jeunes ou de mon âge, ou même parfois plus vieux, qui ont vécu le genre de problématique que j'ai eu. Puis on pourra en parler plus pendant l'épisode, mais simplement mieux connecter avec les autres. Puis à aussi travailler sur la médiation à comment le monde peut accueillir ces pensées divergentes-là, tout Mhm. simplement. Fait que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je donne des conférences, j'écris énormément sur le sujet. Je fais du coaching de personnes HPI qui ont de la difficulté à connecter avec les autres, puis ça ressemble parfois beaucoup à de la psychothérapie, mais je ne suis pas psychologue. Je dis toujours, c'est pas de la psychothérapie. Si tu as besoin de psychothérapie, il faut aller vers des professionnels, mais ça ressemble beaucoup parce que les gens se confient énormément et vivent des choses Qu'est-ce qui parfois t'a très amené à difficiles. publier Câblé autrement aussi, là? Ça, c'est une excellente question. En bon littéraire que je suis, la Oui. lettre écrite a toujours été très présente en moi, mais moi, j'avais une spécialisation en poésie. Puis, j'ai, 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 j'ai tourné beaucoup autour de l'idée de publier pour me rendre compte, bah, peut-être pas. L'année dernière, j'ai donné une conférence au Rendez-vous numérique de Québec et c'était sur comment manager des personnes atypiques. Comment être un bon manager pour une personne HPI, une personne autiste, une personne qui est dans la douance, qui parfois ne fit pas dans les standards d'une entreprise. Et j'avais pris une métaphore de Donjon Dragon, qui est un jeu très populaire parmi Mhm. les nerds et les geeks pour le rôle des managers. Et ça avait fait boule de neige, cette conférence-là. J'ai eu des commentaires incroyables, des témoignages de gens absolument émouvants. Là. Des gens qui m'ont dit, tu peux-tu venir parler à mon père parce que mon père ne me comprend pas. Là. Ce genre de commentaires-là. Là. Et je me suis dit, OK, j'ai la responsabilité à l'époque, à 54 ans, de faire valoir ces profils-là. Alors, je me suis mis à écrire sur LinkedIn. J'ai lancé, je me suis mis à écrire des articles. Et encore une fois, ça a fait boule de neige, puis c'est devenu une newsletter que j'ai appelée le Geek Whisperer, un peu en boutade et en clin d'œil au surnom qui m'avait été donné 30 ans plus tôt. Ça aussi, ça a marché. Il y a plein de gens qui me disaient, mais tu devrais faire un livre avec tes articles. Mhm. Alors, j'ai commencé à écrire et parce que moi, je suis quelqu'un de fondamentalement bilingue, je ne traduis pas d'une langue à l'autre. Le livre est sorti en anglais. J'ai écrit le livre pendant cet été-là en anglais. Puis là, je faisais lire des petits bouts à des gens comme moi, puis des gens aussi plus neurotypiques, linéaires, puis tout ça, puis tout le monde comprenait. Fait que je disais, OK, j'ai quelque OK. chose. Il y a les deux types de cerveau, il y en a plus que deux, j'en conviens, là, peuvent se connecter là-dessus. Et j'ai procrastiné pendant un an à écrire la version française parce que je voulais le faire moi-même et je vais faire un aveu et on va en parler aujourd'hui. J'ai utilisé les outils de traduction comme Claude, ben, c'est pas des outils de traduction, des outils d'intelligence artificielle comme Claude AI, ChatGPT, tout ça, pour en arriver à une traduction qui me satisfait à 70-75 Si je l'avais écrit moi-même, je serais plus satisfait.
Et là, je procrastinais, je refaisais des paragraphes, je refaisais des chapitres entiers, puis n'importe qui a écrit un livre de 300 pages sait qu'à chaque fois qu'on le révise, il faut lire les 300 pages. Donc, c'est un travail de fond à faire. Puis pour quelqu'un qui a un TDAH comme moi, on perd l'intérêt à relire une 12e fois son propre manuscrit. Et j'ai un ami, Bernard Dalle et Éric Letarte, aussi les deux, qui sont plus dans l'action, qui m'ont dit, pèse sur Publish, là, ça sera jamais à ton goût. Pèse sur le petit bouton Publish, là, ça sera jamais à ton goût. Christian, ils dit, on te connaît, là, ça sera jamais à ton goût. Mais il dit, les gens ne verront pas cette différence-là. Puis c'est ça qui est arrivé. Il y a personne qui m'a écrit pour me dire, ouais, ta traduction de tel paragraphe, parce que les gens n'ont pas lu la version anglaise. Les gens ne lisent qu'une seule version, premièrement. Puis si elle fait du sens pour eux, ben tant mieux. Ça, c'est mon cheminement très, très personnel avec la traduction. Cela dit, je sais très bien, parce que j'ai des amis dans la profession, que la traduction, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Tous ces outils-là d'intelligence artificielle que j'utilise comme utilisateur expert, je sais aussi tous les écueils que ça peut créer et toute l'anxiété que ça peut créer aussi pour des gens qui font cette profession, qui exercent cette profession-là. Euh, J'aime dire, mais je sais que j'ai pas tout à fait raison quand je dis ça, que l'IA ne remplacera pas les traducteurs, mais un traducteur qui utilise l'IA va remplacer un traducteur qui ne l'utilise pas. C'est vrai, je pense, pour tous les métiers, mais je sais qu'il y a des nuances à apporter ici qui dépassent ma connaissance d'une part de la profession, mais aussi des outils en place. Puis l'autre chose que je dois ajouter, c'est que nous ne sommes qu'au début de l'émergence de ces outils-là. Non. Moi, j'ai vécu l'émergence du numérique. La Toile du Québec était le fruit de cette révolution numérique-là. Euh, la révolution de l'intelligence artificielle, je pense qu'elle est beaucoup plus profonde et pérenne que celle du numérique. Le numérique, bien sûr, a permis la révolution de l'IA, mais je pense que la révolution de l'IA, il y a des gens qui ont comparé l'arrivée de ChatGPT, pour ne nommer que cet outil-là, Mhm. à l'invention de l'imprimerie de Gutenberg. Je pense que c'est Oui. complètement faux. Je pense que l'arrivée de ChatGPT, c'est aussi important que l'acquisition du langage pour Homo sapiens. Oh là là. Ah ben là, c'est la C'est première fois que je l'entends. c'est beaucoup plus Dans quel profond que ce sens? qu'on peut. Est-ce que tu peux Dans le sens que expliquer? l'Internet et l'imprimerie, c'est le même mécanisme. C'est un catalyseur de la transmission des savoirs. Ouais. Mais OK. ChatGPT, on a délégué la fonction cognitive langagière à une machine. Ouais. Donc, c'est aussi important que le primate qui était possiblement Homo erectus à l'époque, ou entre Homo erectus et Homo sapiens, qui a réussi à parler de manière structurée avec les capacités vocales de produire des sons structurés et complexes. Ça, c'était une très grande révolution dans la Et transmission d'être des dans une savoirs. communauté qui comprenait, Et c'était d'être pas dans une l'individu, communauté, là, c'était dans une communauté les qui primates avait sont des déjà des. individus capables de... Le langage a produit deux grands éléments, je pense. C'est la transmission des savoirs de génération en génération, mais la transmission aussi des connaissances entre groupes disparates. Euh, tous les, euh, tous les primates sont des animaux grégaires, mais sont aussi des animaux extrêmement territoriaux qui vont défendre leur territoire, mais, Bec et ongle. Oui. mais qui ont des capacités de collaboration. Il y a le Aussi. philosophe et historien Yuval Harari qui avait une très belle explication pour ça, pour parler du succès d'Homo sapiens sur notre planète. Il disait que, contrairement à d'autres animaux, qui pouvaient avoir des pensées extrêmement flexibles, comme les chimpanzés ont une pensée aussi flexible, presque aussi flexible que la nôtre. Ils interagissent entre eux de manière flexible, mais en petit nombre, moins de 100 individus. Les, OK, quand c'est plus gros que ça se met à déraper, on le j'imagine. voit, C'est des guerres de... les Mhm. gorilles, c'est peut-être même moins que ça, c'est peut-être 50 individus. Les OK. bonobos, c'est peut-être une centaine d'individus aussi. Mais c'est très flexible. Les fourmis, c'est des dizaines de milliers d'individus, mais un système extrêmement rigide. Une fourmi ouvrière ne peut être qu'une fourmi ouvrière, la reine est Ouais. une reine, et ainsi de suite. Donc, c'est un système extrêmement rigide. Homo sapiens est un primate
qui agit de manière flexible avec un grand nombre d'individus. Et depuis les récentes dizaines de milliers d'années, on est capable de collaborer de manière flexible avec des inconnus. Et lui, il Mhm, explique ça en se disant, je suis en train de donner un TED Talk sur la scène de TED mhm, mhm, et il y a plein d'inconnus qui ont fait en sorte que je suis sur scène ici, que je ne mhm, rencontrerai jamais dans ma vie. mhm. Mais on a collaboré à faire en sorte que je suis ici. Il dit, quand j'ai publié mon livre, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont lu mon manuscrit que je ne rencontrerai jamais. On a travaillé de manière flexible avec un très grand nombre d'individus, y compris des inconnus. Et ça, c'est peut-être le propre de l'humanité, d'être capable de faire ça. Alors qu'un chimpanzé ne collaborera jamais avec un étranger qu'il n'a jamais rencontré. Non, même ils vont chercher à le tuer. Oui, tout à C'est fait. très Tout à fait. territoriaux. Puis même On, il va y avoir des jeunes chimpanzés qui vont avoir quitté la communauté oui, pour X oui. raisons, qui reviennent. Et puis là, non, font plus partie de la communauté, ils vont Voilà. les tuer. On, on a, Tu sais, Jane on a Goodall, je pense qu'il on avait a dit ces ça, hein? pulsions-là. Oui, Jane Goodall l'a très bien Ouais, c'est expliqué, mais on a ça. ces pulsions-là, nous aussi. On a ces pulsions-là, nous aussi. Ben oui, on le voit avec les guerres, Ben là, voilà, exactement. actuellement. Exactement. Mais cette pensée flexible-là avec un grand nombre d'individus est au cœur de cette révolution-là. Puis je pense que le langage a permis ça. Le fait qu'on soit capable d'exprimer des concepts, des idées, de mettre des mots sur des objets. Donc, d'expliquer à quelqu'un qui nous est inconnu que telle plante est comestible, par exemple. Je fais des grandes envolées anthropologiques. Si, là, je suis certain que ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça a été révolutionnaire. L'imprimerie a accéléré ça. L'écriture a accéléré ça et a permis aussi de codifier ça. L'imprimerie a accéléré la forme écrite. L'IA, c'est autre chose. C'est oui une accélération, mais je pense que c'est fondamentalement aussi important que l'acquisition du langage. Ben Euh, moi, ce que je suis en train de voir personnellement, là, c'est la possibilité de transmettre des savoirs en un nombre incroyable de langues en même temps. aussi, À grosse alia. Ça, c'est quelque... ben, on le voit déjà avec les films. Je me ouais, rappelle quand j'étais jeune, je pensais juste à The Sound of Music, j'avais 12 ans, mais ça a pris un an avant qu'on ait la version française au cinéma. ouais. Aujourd'hui, The Sound of Music serait sorti dans toutes les langues. Ça, c'est pour un exemple pour que tout le monde se raccroche à cette réalité-là, mais moi, je le vois ailleurs aussi, là. Et ça bouscule toute l'industrie, dont les traducteurs, mais aussi les talents de voix. Maintenant, on a des voix synthétiques qui sont parfaitement humaines. On est Oui, capable d'avoir des voix, et il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui numérisent leur voix pour être capables de faire la traduction dans les autres langues avec leur voix. Ce que très peu d'acteurs et d'actrices font. Jodie Foster est une exception. Jodie Foster fait la traduction en français et en anglais elle-même parce qu'elle parle les deux langues. Mais la oui, plupart, Brad Pitt ne fait pas son français. C'est un acteur c'est toujours le même qui fait la voix de Brad Pitt en oui. français. Mais avec les voix synthétiques, on est capable de faire des miracles, là. Moi, je suis en train de travailler à synthétiser ma voix. C'est un travail de longue haleine, là. Ça prend au moins 30 heures d'enregistrement pour que ça Mhm. commence à être passable. Et ça ne prend pas, ça n'accepte pas toutes les nuances non plus. Je veux dire, ma voix synthétique parle en anglais, elle n'utilise pas vraiment le même lexique que moi. Je vais avoir des petits défauts d'accentuation ou d'accent tonique que l'IA va lisser parce qu'elle veut que je parle mieux en anglais que je parle vraiment. C'est la même chose en français parce qu'on a toujours, j'ai beau dire que le français est ma langue maternelle, je ne parle pas le français aussi bien que je l'écris. Et c'est très, très rare les gens qui parlent aussi bien qu'ils écrivent. Mm. Parce Absolument. Premièrement, parce que ce n'est pas le même mécanisme cognitif du tout. Non. Si vous voulez faire le test, quand vous parlez dans une autre langue, essayez de dire des chiffres et de faire des additions et soustractions mathématiques dans l'autre langue. C'est extrêmement Non. difficile parce que ce n'est pas le centre du langage qui est interpellé, c'est le centre du calcul et ça rentre en conflit avec votre centre du langage qui est en train de traduire quelque chose.
On avait une interprète la semaine dernière qui était à ce micro-ci, puis justement, il Mhm. parle lui trois langues. Il a été vu dans les trois langues, espagnol, français, anglais. Ouais. Et puis il disait, la seule façon pour les gens qui m'engagent de détecter ma langue A, ma langue B, puis ma langue Sur C, les c'est chiffres. justement faire me dire de demander mon numéro de téléphone ou les quatre derniers chiffres de mon numéro de téléphone en Ouais. anglais. Parce que sa langue A, c'était évidemment le français, ou encore de dire le Notre Père, parce que lui, sa mère elle venait du Salvador, Oui, donc la bien sûr. Oui. religion. Alors, Oui. il dit là, oui, je suis capable de le dire en anglais, en espagnol, mais Mais c'est pas on est dans automatique. la traduction simultanée, on n'est pas dans la traduction assise. Non, non, là, c'est la simultanée, effectivement. Mhm. Et Mhm. puis, c'est encore pire si on doit lire. Donc, si je suis en train de parler en anglais et que je lis un texte en français que je dois dire, s'il y a des chiffres dedans, le fait que je suis en train de lire, c'est un autre espace cognitif qui est interpellé dans mon cerveau, qui est la lecture, qui est très, 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 très récente dans l'histoire de l'humanité. L'écriture n'a que 5000 ans. Le langage, ça a peut-être 1 ou 2 millions d'années, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Mais l'écriture, elle, on sait que ça a 5000 ans. Et c'est Parce très qu'on a récent. des preuves, effectivement, des preuves. Et même si c'était 10 000, même si on se rendait compte que c'est 10 000, c'est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité de codifier par écrit le langage. Et je Hmm. pense que le métier de traducteur est né en même temps que l'écriture en passant. Parce que c'est certain que les premiers Sumériens qui écrivaient sur des tablettes d'argile en cunéiforme, quand ils arrivaient dans un port en Iran, ben déjà, c'était pas la même langue. Donc, a fallu qu'on traduise ces sémaphores-là, qui n'étaient possiblement pas encore des lettres pour composer des mots d'un langage, mais bien pour représenter une réalité. Comme par exemple un dessin de bovin avec un chiffre à côté, ben, la cargaison, c'est 12 bovins que je t'apporte. On n'est pas encore dans l'écriture de je t'amène une cargaison de 12 vaches. On est voici 12 Donc, il n'y a bovins. pas de passé, présent, futur. Non. Il n'y a pas de pluriel, de singulier, etc. OK, Mais d'accord. c'est avec le temps, d'après moi, je ne suis pas linguiste, mais avec le temps, cette proto-écriture-là est devenue beaucoup plus complexe parce que la réalité commerciale, et ça, je suis certain que c'est né avec le commerce, C'est la ça. réalité commerciale était devenue tellement complexe qu'il a fallu exprimer des choses plus subtiles, comme par exemple un retard dans une livraison. Un retard dans une Mhm. livraison, c'est un concept absolument fou Fondamental en commerce, fondamental en oui. commerce, mais Oui. aussi Mhm. comment écrit-on ça? C'est une Mhm. réalité. La cargaison arrive en retard. Mais comment on écrit ça que c'est en retard? Puis comment on écrit ça pour que ça soit lisible par l'autre partie qui ne parle pas ma langue? On a résolu un paquet de problématiques avec l'invention de l'écriture. Et je suis, comme je disais tantôt, je suis certain que la traduction était au cœur de cette invention-là aussi. On a fait de la traduction simultanée dès le début. Hmm. Tu parles de lire en traduisant. J'ai fait ça pendant des années, pendant 9 ans, faire de la dictée. Hmm. C'est-à-dire que j'avais mais je n'avais pas à taper. Autrement dit, j'enregistrais, j'envoyais ça à une opératrice qui tapait le texte et OK. qui était beaucoup plus rapide que moi, qui est pour tout ce qui est de la mise en page. Et ça faisait faire, c'est parce que la dictée suivait à peu près la pensée en traduction. Donc, c'était Hmm. très payant pour le cabinet de traduction qui m'engageait. Et c'est disparu ce genre les opératrices ont presque disparu. Elles ont été Mhm. remplacées par des logiciels de reconnaissance vocale. On a Office 365, qui est une excellente Ouais. fonction de reconnaissance vocale. Alors, on peut dicter. Alors, c'est Effectivement, ça. ces outils-là viennent compenser des lacunes. Moi, je dis toujours, Homo sapiens ne s'est pas volé. Et pourtant, on vole aujourd'hui. Homo sapiens ne sait pas nager assez bien pour traverser l'Atlantique. Et on traverse l'Atlantique aujourd'hui. Pas à la nage et pas vraiment en volant. Mais on a inventé des technologies qui nous permettent de réaliser des choses qui nous étaient impossibles comme espèce. Et on le fait Mhm. avec notre cognition, nos capacités de projection également. Mais dans la savane, il y a 50 000 ans, l'écriture est d'aucune utilité. D'aucune utilité. Hmm.
Alors, il y a eu Mais un gros aujourd'hui, changement. toute notre civilisation est basée sur l'écriture. On a codifié nos lois, on a codifié nos langues. La civilisation au complet nécessite l'écriture. Et le rôle des traducteurs Oui. là-dedans est primordial. Mais on est en train de vivre cette révolution-là. Et l'inconfort qu'on vit tous, là, gens de lettres dans la salle, là, c'est que on se rend compte que la machine est aussi bonne que le tiers supérieur, mettons, de l'humanité avec le langage, est très, 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 très meilleur que l'ensemble de la population. Et peut-être pas encore au niveau des experts, mais est pas loin, là. Et les chimistes ont le même problème en passant. Les chimistes qui travaillent à découvrir des molécules se rendent compte que l'ordinateur, pas juste l'IA, l'ordinateur, la capacité de procédurale d'un ordinateur est tellement plus rapide que celle du cerveau humain que la modélisation, puis ça travaille de manière infatigable, un ordinateur, va faire des Absolument. variations ad infinitum, là. Et on ne peut pas faire ça. Euh, L'informatique moderne est née avec Turing, qui a inventé la machine pour décoder l'énigma. C'était un problème Pendant extrêmement la Deuxième spécifique Guerre pendant mondiale. la Deuxième Guerre C'en était mondiale. un, il était autiste, si je me rappelle bien. Possiblement, les mots n'existaient pas à l'époque, mais possiblement, très certainement introverti, avec autiste, et en plus, à l'époque, homosexuel. Donc, cette illégalité-là qui a fait qu'il a dû être castré chimiquement parce qu'il a été c'est un drame. C'est un drame. Il est mort, je pense, à 38 ans. Imaginons ce qu'il aurait pu faire dans les 30 ans suivants ce suicide-là. Mais effectivement, possiblement autiste, HPI très certainement, qui a pensé un système complètement atypique pour Qui décoder a l'énigma. décodé Et les conversations des Allemands jusqu'au jour où il y en a un qui a fait une erreur aussi. Il y avait le fait que... il terminait tout le message avec Heil Hitler. Oui, oui, c'est ça. Donc, ils avaient un groupe de phonèmes permanent et surtout dans tous les messages. Donc, ils étaient capables de s'accrocher à ça. Et ça aurait probablement pris des années aux humains à refaire ça, mais la machine, elle, le fait en quelques heures. Par contre, les humains ont dû prendre la décision difficile pour que les Allemands ne se rendent pas compte qu'ils avaient trouvé Mhm, le... mhm. Alors, ils ont dû dire, ben, on va laisser bombarder certaines places pour pas que les Allemands éveiller les Ouais. soupçons des... Ah, Alors ça, c'est les êtres humains qui ont dû faire ça. je pense que La machine c'est. n'aurait pas pris cette décision-là. Et tu m'amènes à un excellent point. La plupart des outils d'IA qu'on connaît aujourd'hui essayent, tant bien que mal, de suivre les lois de la robotique d'Asimov, qui sont des lois complètement fictives, mais qui a quand même un bon sens derrière, c'est qu'on enseigne à ces machines-là de toujours vouloir le bien de l'humanité, de ne jamais mettre en péril la vie d'un humain et de ne jamais. Il y a la troisième que j'oublie toujours, mais c'est pas grave parce que c'est des lois qui sont fictives. Mais on enseigne à ces machines-là à être le plus bienveillante possible. Et cette bienveillance-là, qui a différents degrés, bien entendu, fait en sorte que la machine ne pourrait pas prendre une décision aussi froide et calculée que Churchill ou d'autres ont prise pour sauver la face et sauver. Je veux dire, Churchill a quand même bombardé l'armada français là, Oui. euh, pour ne pas Oui, à un que moment les donné, là, Allemands je me disais, il me semblait qu'ils prennent étaient ces amis, bateaux-là. là, mais non, non. Oui, oui, mais ça fait partie des décisions les plus difficiles qu'il a prises. Oui, oui. Euh, et cette capacité de penser en termes de sacrifice, euh, je ne sais pas si elle est unique à Homo sapiens, certainement aux primates en tout cas, mais c'est quand même quelque chose d'assez unique, ça, les mères de presque toutes les espèces ont ce sens inné-là de défendre les jeunes, Les petits, oui. les petits, mais exacerbé comme nous, on le fait, de le faire pour des causes. On fait des sacrifices humains, pensez-y, là, pour des causes et non pas nécessairement des dangers immédiats. Pensons simplement au système politique qui entre en guerre avec d'autres systèmes politiques. Pensons
le concept d'État, qui est une convention admise parmi certaines personnes, et on va aller en guerre pour défendre les frontières d'une fiction. Il y a juste l'homme qui fait ça. Oui, et il le fait très bien, hein? Oui, ben, très On voit bien. déjà les Ukrainiens qui sont devenus les meilleurs avec les drones, là. Oui, tout à fait. Ils sont capables de déjouer les défenses des Russes au-dessus de Moscou, là. D'ailleurs, Et, dernière parade, je crois que c'était le 9 mai, là, où mhm, Poutine devait faire étalage de toutes les armes. Ben, il s'est abstenu complètement de peur qu'un drone arrive et puis ouais. fasse sauter. Puis pour Donc, faire c'est une belle métaphore échiquienne, l'Ukraine est passée du rôle défensif au rôle offensif maintenant. Là. c'est ça. La game a viré de bord, comme on dit. C'est ça, Mm. exactement. Exactement. Et ça, c'est le côté négatif de l'être humain. Je pense qu'à un moment donné, l'être humain, surtout les dictateurs, ont très peu. C'est un peu, c'est la triade noire. Je sais pas, Ouais, Triad. Je sais pas si tu la ouais, connais. ouais, ouais. C'est trois piliers qui se retrouvent dans ces personnalités-là. Heureusement, qui sont pas trop très nombreuses, mais je trouve qu'il y en a pas mal dans le monde actuellement qui sont à la tête de grands États. C'est le côté psychopathe, le manque d'empathie, puis je me rappelle plus le troisième, mais ils sont L'ambition. incapables. Je pense que c'est Pardon? l'ambition. L'ambition? L'ambition. OK, c'est Ouais. les trois qui sont ensemble, puis qui font que ben, ça fait ce que ça fait. Sauf qu'à un moment donné, ça se retourne comme contre eux. On l'a vu avec Hitler entre autres, mais ça prend du temps puis ça fait du dommage, là. Oui, oui, exactement. Ben, si je peux faire un pont plus positif, Ah, vas-y, allons-y. cette triade noire-là, que je vois moi aussi, bien sûr, euh, on a parmi les gens qui nous écoutent, donc les gens de lettres, les traducteurs en premier, je pense, une triade aussi. Et cette triade-là, moi, je l'ai lue pour la première fois dans un livre publié en 2000, donc il y a déjà un quart de siècle, par Malcolm Gladwell, qui s'appelle The Tipping Point, dans lequel il explique comment de grandes idées viennent à devenir mainstream, comment des révolutions viennent à se faire. Et il a déterminé trois grands types de communicateurs. Je les ai en anglais parce qu'ils sont en anglais dans le livre, les Maven, qui sont des accumulateurs de savoir, qui sont des gens qui maîtrisent soit la terminologie, soit la technologie ou les termes d'un domaine. C'est les Maven. Il y a les connecteurs en français, qui créent des ponts entre des mondes Mm. différents, entre des villages différents, ainsi de suite. Et il y a les salesmen, les vendeurs qui vont persuader, entraîner des gens de charisme, des gens qui sont habiles avec la communication. Tu as mentionné du bout des lèvres tantôt Adolf Hitler, c'était un expert de la communication. Mhm. Malheureusement, son message était pourri, mais c'était un expert de la communication. Et ces trois vecteurs-là communicationnels, on les retrouve, je pense, parfois même les trois même dans une seule personne qui travaille en traduction, mais c'est des gens de savoir qui accumulent des savoirs dans au moins deux langues. On ne peut pas être traducteur si on est unilingue, qui sont des connecteurs de réalité. Traduire un texte, on va prendre un exemple extrême, un texte de poésie du Moyen Mhm. Âge en ancien français et le traduire en allemand moderne, je suis certain que ça prend plus que 5 minutes, là, même si tu parles Mhm. parfaitement les deux langues. Euh, Absolument. Parce qu'il y a une question de contexte et il va falloir traduire également l'essence de la lettre écrite au Moyen Âge dans une réalité complètement étrangère à celle du 21e siècle, si on veut être capable de s'attacher. Quand on lit, moi, comme j'ai étudié en littérature, j'ai lu de la littérature française de toutes les époques. Et il y a une différence fondamentale entre Ronsard et Paul Éluard. Les deux font de la poésie, mais de manière complètement différente, avec des lexiques différents, avec des codes sociaux différents également. Donc, si on veut comprendre Ronsard aujourd'hui, ça prend un minimum de connaissances de la Renaissance pour J'ai bien le quelqu'un comprendre. ici qui est Hmm? avec nous qui nous pose une question, là, c'est Brigitte. Elle dit les IA sont entraînées à être bienveillantes de sorte qu'elles ne pourraient pas prendre de décisions aussi cyniques que certains humains.
Mais qu'est-ce qui empêcherait les humains de les entraîner autrement? Ah, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et encore une fois, je ne suis pas un expert en informatique ni en intelligence artificielle. Je suis simplement un utilisateur très avancé, disons. Mais j'ai tellement lu sur le sujet. L'entraînement des IA ne se fait pas de la façon qu'on pense ou même qui semble être révélé par les médias. C'est extrêmement Mhm. mathématique. C'est des mathématiciens qui travaillent sur les IA langagières parce que c'est statistique. C'est un outil de statistique qui détermine quel est le meilleur mot pour suivre le mot que je viens d'écrire. Les premières versions des outils comme ChatGPT servaient, entre autres, à compléter des phrases. Donc, on commençait une phrase et l'IA la complétait. Mais c'était un usage absolument statistique. Et donc, dans une culture en particulier, prenons le français, ben, statistiquement, si j'écris la phrase Gladwell, pardon, accumule le savoir et aime partager, virgule, ben, si mon IA a lu Gladwell, il va compléter par expert passionné qui veut que tu bénéficies. C'est la phrase qui est écrite dans le livre, dans la version française que j'ai, mais va probablement essayer par statistique de dire quel est le meilleur mot qui suit, et ainsi de suite. Et en allemand, ça va être différent. En espagnol, ça va être différent parce que le training data derrière va être différent. Donc, si on enseigne à être bienveillant, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Je suis absolument certain que des gens entraînent des IA présentement à être malveillants. J'en ai la conviction. Je veux dire, ça Mais serait. Yoshua Bengio a aussi sonné l'alarme là, Oui, à ce sujet-là. Mhm. exactement. Le fait que l'outil existe, c'est possible. OpenAI, la compagnie derrière ChatGPT, a fait un exercice d'enlever la bienveillance dans Ah, ChatGPT. Vous OK. pouvez l'essayer cet après-midi si vous voulez. C'est très, très drôle. Si vous avez ChatGPT avec la version payante, vous avez accès aux Oui, Custom GPTs. Et il y a un oui. Custom GPT produit par OpenAI qui s'appelle Monday. Et Ah, je vais Monday, essayer ça. c'est le Grumpy Monday. Et si vous posez une question, par exemple, quel est le sens de la vie? Ben là, il va vous répondre encore une question poche d'un être humain sans envergure. Non, non, c'est ça. Et si vous lui posez des questions sur comment trouves-tu Sam Altman, il va trouver tous les défauts de Sam Altman. Il a aucune. Il a certaines formes de censure, bien entendu. Vous ne pourrez pas lui faire dire par exemple, comment pourrais-je faire du mal à mon voisin ou tuer quelqu'un, tout ça. Ça va être OK. détecté par les filtres quand même qui vont être envoyés à OpenAI, puis vous allez être sous surveillance du FBI et de la CIA dans pas très longtemps. Et probablement de la GRC si vous êtes au Canada. Euh, Cela dit, vous pouvez quand même assez loin. Il va vous insulter, il va vous dire, il va vous parler rough, comme un grumpy on Monday morning. C'est l'angle derrière. Fait que vous pouvez faire ça déjà, puis c'est OpenAI qui le fait. Donc, je suis certain que quelqu'un, quelque part dans un autre pays ou même aux États-Unis ou au Canada, a développé des IA qui permettent de faire ça. Maintenant, le bémol que je veux apporter, qu'une personne se soit développée une intelligence artificielle capable de faire ça, d'être malveillante envers les êtres humains, ça limite quand même l'usage à cette personne-là. Je ne pense pas qu'une compagnie lancerait un outil grand public comme ça parce qu'il y aurait tellement de levées de boucliers. Prenons un sujet qui va être absolument tabou ici au Canada, mais prenons le contrôle des armes à feu. C'est effectivement pas le gun qui tue, c'est la personne qui tient le gun qui tue. Puis là, il y a un débat sur ben, est-ce qu'on devrait avoir des armes ou non? Mais effectivement, statistiquement, un fusil dans son coffre à la maison sous clé n'est pas dangereux. Il est dangereux en potentiel. On a la même chose avec l'arme nucléaire. On a tous, les gens de ton âge et de mon âge ont tous vécu cette grande peur-là. Moi, j'ai été dans les dernières cohortes à avoir des exercices d'aller dans un Ah, ouais. bunker et de se cacher en dessous du pupitre. Ouais, Quelle, ouais. quelle idée Ouais. formidable de se cacher en dessous du pupitre, qui était beaucoup plus une idée de contrôle des populations que que de survivance. Les nouvelles générations n'ont jamais vécu ça. Et
l'histoire montre que l'arme n'a été utilisée que 2 fois dans l'histoire, Hiroshima et Nagasaki. Il n'y en a pas eu d'autres. On a eu très peur, mais il n'y en a pas eu d'autres. Et Oui, la baie des cochons, entre c'est autres, ça, là, avec exactement. Kennedy. Cette peur-là revient, bien sûr, avec les nouveaux conflits armés qui existent. Sauf que historiquement, si je posais la question à une IA, quel est le risque? Il va dire, ben, le risque existe parce que l'arme existe, mais historiquement, c'est pas arrivé depuis 60 ans. Mhm. Donc, le risque est peut-être moins élevé qu'on pense. Il est peut-être plus élevé avec les armes traditionnelles, par exemple. C'est Mhm. toute cette question-là qui est complexe, puis on ne peut pas empêcher la malveillance chez autrui. N'importe qui a rencontré un sociopathe dans sa vie, qui a vu le mal dans les actions de quelqu'un, et comme la sociopathie représente environ 4 de la population générale, Moi, j'allais dire 5. ouais, Oui. 4-5, c'est OK. ça, et en passant, c'est 9-10 chez les dirigeants d'entreprise. Ben Mhm, voyons donc, toi. mhm. Ah, Parce que la sociopathie a, ça attire ce genre de profil-là, autrement dit. non, c'est l'inverse, c'est que ces profils-là sont attirés par ce pouvoir-là, mais la sociopathie a mauvaise presse parce qu'on ne voit que, on pense que les sociopathes, c'est comme des tueurs en série au cinéma, mais Mhm. Non, c'est des gens qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont c'est aucune ça. capacité à l'empathie, ou, encore une fois, c'est un spectre, donc qui ont une capacité moindre à Que la l'empathie. moyenne des gens, C'est ça. c'est ça. Oui. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des sociopathes et des criminels. Je suis en train de simplement De expliquer, recadrer. Oh de oui, j'ai compris. recadrer. Oh oui. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un chef d'entreprise? C'est d'être capable de prendre des décisions avec la tête froide, de peut-être faire des coupures dans les ressources humaines qui, pour le commun des mortels, semble être un drame extrême. Cette personne-là a le rôle de faire vivre l'entreprise et non pas les composantes de l'entreprise. Et ça prend, je pense, un skill set différent, qui est moins dans l'empathie, qui est plus dans être axé sur les résultats, et ainsi de suite. Je ne porte pas de jugement sur la probité de ces gens-là. Je fais juste dire que c'est un métier extrêmement difficile. Moi, j'étais dans ce métier-là sans être sociopathe et c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre, qu'on prend avec zéro certitude qu'on fait la bonne chose. J'ai été obligé de mettre à pied des gens dans ma vie où j'avais pas vraiment de rhétorique derrière, sinon que on avait l'impression qu'il fallait faire certaines coupures pour passer le prochain trimestre, par exemple. Mhm. Encore aujourd'hui, j'ai des doutes sur est-ce qu'on a fait la bonne chose. Mhm. Puis on le saura possiblement jamais parce qu'on ne voit que le résultat après l'action d'avoir fait ces mises à pied-là. On ne voit jamais l'autre possibilité. Mhm. Quand on joue aux échecs, j'ai enseigné les échecs longtemps, on est capable de faire une analyse rétrograde pour faire ah, j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire ça, ça aurait pu donner ça parce que Mhm. c'est un jeu qui est circonscrit dans 64 cases avec 16 pièces. Mais dans Ouais. la vraie vie, il n'y a pas de livre d'instruction sur est-ce que je devrais faire ça. Tu vas recevoir des conseils de différents conseillers, et tu ne verras jamais l'alternative. Tu ne vois que l'aboutissement de ta décision. Et il y a beaucoup plus de sociopathes, donc le double de la population générale. C'est quand même une minorité d'entrepreneurs qui sont sociopathes, mais il y a le double que de la population générale. Comme il y a possiblement beaucoup plus d'HPI chez les traducteurs et travailleurs du savoir que dans la population générale. Si les HPI représentent, je ne sais pas moi, 2, 3, 5 disons, pour prendre le même pourcentage que la population générale, c'est possiblement 50 de la profession. Facilement. Moi, je l'ai remarqué avec Comment? les. 50%? Ah oui, Ah, c'est une je, intuition? 50%? Un traducteur ou une traductrice sur deux serait HPI? pense que oui. OK. D'une certaine forme, une certaine forme. Ou, disons, de neurodivergence. Parlons de neurodivergence, donc de penser en dehors du cadre, de penser de façon différente. HPI, c'est, comme je C'est une disais, autre étiquette, là, c'est une autre comme, oui. étiquette et elle a le double sens d'être parfois un badge d'honneur, mal placé d'ailleurs. J'avais mes 2 filles sont HPI également, mais il y en a une pour qui ça a été un badge d'honneur, puis elle se vantait de ça, puis c'était ça, oh mon Dieu, elle est tellement plus intelligente que tous les autres, puis j'y avais fait remarquer que parce qu'elle était une fan d'Harry Potter, j'ai dit c'est pas la magie, c'est pas
la grosseur de ta Le baguette magique problème. qui compte, c'est ce que tu fais avec la magie qu'il y a dedans. C'est ça. Ça a changé un peu sa perspective par rapport à ça. Mais moi, je suis fondamentalement Ben convaincu moi, je que... trouve que justement, quand on prend conscience de ça, c'est qu'on a encore plus de responsabilité. Moi, je le vois, là, plus Mhm. de responsabilités que les autres parce qu'on voit plus de choses et de problèmes. Mhm. Mais là, c'est le problème de s'intégrer dans la société avec ça, Oui, puis ce honnêtement, puis profil-là. c'est la mission que je me suis donnée très humblement. Oui, c'est ça. Il y a aucun acte messianique dans mes gestes, sinon que Non, non, de mais parler moi-même, je au... l'ai, j'ai identifié il y a 2 ans que j'avais ce profil-là. Puis je me suis dit, c'est comme si à un moment donné, je me suis dit, ben là, je fais cette chose-là parce que moi, je suis capable, je le vois, c'est le problème. Actuellement, moi, je suis très impliquée avec les traducteurs et on est en train de mettre au point un programme de formation pour les aider à se réorienter dans la conjoncture actuelle. Hmm. Puis là, je regarde ça, je dis, ouais, mais il y a pas tellement de monde qui est capable que ce goût-là, c'est de s'en aller vers ça. Puis je trouve ça lourd des fois. Parce que Ouais. ça fait comme on est un peu tout seul là-dedans, là, même si les gens embarquent. Oui, effectivement. Puis il y a une chose que je veux dire par rapport à la profession de traducteur, traductrice. Mhm, Euh, Moi, j'ai fait un bac en lettres. Le mhm. libellé de mon bac, c'est études françaises. Il n'y a même pas le mot Ouais. littérature dans le libellé de mon bac. Donc, je suis Université obligé de... Laval, hein, c'est ça? Non, T'étais moi, à c'est l'Université de l'université? Montréal. OK. L'Université Laval, À l'Université de Montréal, l'Université de Montréal. OK. et l'UQAM, c'est littérature. Et j'ai toujours été obligé d'expliquer mon bac parce que les gens disent, ben, c'est quoi ça, études françaises? Tu as étudié la France? Ah! En quelque part, oui, parce qu'on a étudié la civilisation française par sa littérature. C'est sûr qu'on a parlé d'histoire, on a parlé de sociologie, on a parlé de géopolitique, on a parlé de ça, mais par les lettres. Et c'est pour ça que le bac à l'Université de Montréal, je pense qu'il est beaucoup plus large. Il n'est pas axé du tout sur la création littéraire. On a eu très peu de cours de création littéraire, ni même d'écriture. Alors qu'à l'UQAM, c'était beaucoup plus axé vers ça. Donc, les gens qui veulent aller vers la profession d'écriture, je pense, devraient choisir l'UQAM pour faire ça. Mais à l'Université de Montréal, c'est vraiment études françaises. Et ce bac-là prédispose à l'enseignement du français au cégep. Typiquement, si on forme les professeurs de littérature, parce qu'au cégep, on ne parle plus de l'enseignement du français, on parle de l'enseignement de la littérature. Donc, on a le cours de théâtre, cours de poésie, cours de roman, cours d'écriture. Ouais. Et je me dessinais, moi, vers ça. J'ai choisi ce bac-là parce que l'enseignement de l'écriture et de la littérature m'intéressait. Mais comme je suis un homme de passion successive, cette passion-là s'est même estompée durant mon bac. Et j'ai découvert Internet pendant mon bac et j'ai créé une petite chose qu'on a dit en introduction qui s'appelle la Toile du Québec, qui fait que ben, j'ai shifté, pour prendre ce bon terme anglais-là, vers la médiation numérique plutôt que vers la littérature. Et ce que je veux dire aux traducteurs et traductrices dans la salle, c'est que vos compétences, vos capacités langagières, elles ne se perdent pas avec, par exemple, l'effacement de votre profession. Même si je ne pense pas que c'est sur le point d'arriver de manière imminente, si cette profession-là est en mutation, vos compétences, votre cerveau HPI ou non, votre pensée en arborescence, votre capacité à comprendre un texte dans une langue et de le verser dans une autre, j'utilise le verbe verser volontairement, c'est une capacité oui, que les machines sont capables de répliquer en grande partie aujourd'hui, mais c'est très difficile dans une réunion, dans un bureau, quelque part, de se tourner vers la machine, alors que l'interaction humaine autour de la machine à café, de la machine à eau ou dans la salle de conférence, c'est beaucoup plus immédiat. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux grégaires et ça va passer ce sentiment-là de toujours se virer vers la machine. Il y a un effet de mode présentement de toujours se tourner vers la machine. Et on le voit même chez les grands fabricants de logiciels qui ont fait des mises à pied massives pour remplacer par des agents d'IA Hum, qui là se ouais. rendent compte qu'en token, là, les jetons d'IA, les prix ne font que monter. C'est l'offre et la demande. La demande est tellement grande que les prix augmentent. Les prix augmentent pourquoi? Parce que c'est tellement énergivore. L'électricité coûte extrêmement cher aux États-Unis. Au Québec, on n'a pas idée de comment l'électricité coûte cher dans le monde. Euh, et là, ben, ces tokens-là finissent par coûter plus cher
au CFO que les mises à pied qu'ils ont fait. Alors là, on va voir les entreprises commencer à réembaucher des jeunes humains qui vont être des stagiaires, parce que moi, je dis toujours, l'IA aujourd'hui, c'est un bon stagiaire. Là. C'est un bon OK. stagiaire. C'est pas un professionnel encore. Oui, il y a des choses dans lesquelles ils sont très, très bons, mais ça reste un bon stagiaire qui doit avoir un pilote humain. On serait capable aujourd'hui d'avoir aucun pilote dans les avions qu'on a fabriqués. Les avions sont capables de tout faire. Et pourtant, on a quand même un pilote, un copilote et un autre dont j'oublie le nom dans le cockpit, toujours. Sur Pour le dire, strapontin en oui, arrière. sur le strapontin, effectivement, pour s'assurer que tout fonctionne bien et surtout pour avoir cette réaction, cette réactivité humaine-là en situation de crise. Parce est-ce que la machine va prendre la bonne décision? On a la même question avec les voitures autonomes. Oui. Il y a des gens qui posent la question, c'est le fameux dilemme de si je continue tout droit, je vais frapper la vieille dame qui traverse, et si je freine et tourne à droite, je vais frapper l'enfant qui traverse la rue. Mhm. C'est un dilemme qui n'existe qu'en philosophie, ça. Parce que dans la Mhm. vraie vie, tu n'as pas le temps de penser à ça. Un être humain au volant n'a pas le temps de penser à ça et on oublie toujours qu'on n'est pas dans la théorie quand tu dois faire un freinage d'urgence. On est dans la dure réalité de l'indice de friction du caoutchouc vulcanisé sur l'asphalte et la température de l'asphalte cette journée-là, le temps de réaction que la personne a à ce moment-là. Et même si très rapidement après coup, ah, j'aurais dû tourner pour sauver la vieille dame ou j'aurais dû sacrifier la vieille dame pour sauver l'enfant, qui est un dilemme moral. Mhm. Ce dilemme moral-là n'existe pas dans l'action immédiate et n'existe pas pour la machine non plus. La machine Mhm. va préserver les habitants de l'habitacle parce qu'on l'a Mhm. formé à faire ça, Les règles d'Asimov. les Oui. règles d'Asimov. Mhm. Donc, ça se peut que ça vienne au sacrifice d'une personne qui traverse le rue à un moment donné. La machine va possiblement essayer de faire tout, de préserver tout le monde, mais encore une fois, va peut-être mal calculer l'indice de friction du caoutchouc vulcanisé sur l'asphalte à 37 degrés. Puis son freinage va être plus lent de 2 mètres et l'impact va arriver. Mais ça OK. n'arrive, mais cette décision-là, de penser que la machine pourrait prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'humain qui est en train de traverser la rue, c'est un faux débat. Parce qu'aucun humain n'a cette réflexion-là au moment de l'accident. C'est faux de penser que l'humain va penser à ça. L'humain va penser à tirer sur le volant pendant qu'il freine ou donner un coup de roue, peu importe ses capacités de conducteur. Un C'est pilote parce de... qu'on est dans le réseau reptilien. Tout à On est dans fait, le cerveau reptilien à ce tout à moment-là, fait. qui existe depuis, justement, Reptilien le dit, là, depuis Très, 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 l'apparition des très longtemps. reptiles. C'est ça. Très, Alors, très on longtemps. en a un encore, puis heureusement, pour des situations comme celle-là, c'est essentiel. Et j'espère qu'on en aura toujours un, d'ailleurs. Exactement. Mais la question se pose pour les voitures autonomes, mais je pense que le débat actuel, qui est un peu basique, de se poser la question, est-ce que la machine va prendre le même genre de décision que l'humain? Je pense que la machine a la capacité de prendre de meilleures décisions que l'être humain, ne serait-ce que par sa capacité procédurale extrêmement rapide. Va voir beaucoup plus de scénarios en une Oui, nanoseconde que nous. oui. Et il va surtout le faire de manière froide et non biaisée. Parce Mm. que, entre nous, là, bien sûr, la dame âgée qui traverse la rue versus l'enfant, ce dilemme moral-là qu'on s'est tous fait poser dans les cours de philosophie au cégep, OK, sous différentes formes. Bien sûr, on peut argumenter que la jeune fille de l'autre côté a toute sa vie devant elle, a tout ce C'est potentiel-là ça. que la dame âgée a. Mais la dame Mm. âgée est peut-être une proche aidante d'une autre personne et peut-être la personne aussi qui prend soin d'un enfant trisomique encore à son âge avancé. Donc, c'est un faux débat moral de sacrifier la vieille dame pour la jeune fille. On ne peut C'est pas ça, prendre c'est cette ça. décision-là Non. froidement dans la seconde qu'on a pour prendre cette décision, même pas la seconde, la fraction de seconde qu'on a pour prendre cette décision-là. Et la Là, je vois que machine ne peut pas faire. Oui. le temps passe, puis je voudrais justement, en terminant, comment tu vois, parce que là, on est dans une économie du savoir, Mhm. l'intelligence est un peu tabou au Québec.
à moins d'être un athlète olympique ou d'être un joueur de Mhm, hockey très en vue, les gens qui sortent par du lot par leur intelligence sont peut-être un peu mal vus, comme les gens qui ont beaucoup d'argent aussi, là. mhm. Mais on va revenir à ceux qui ont beaucoup d'intelligence. Mais on s'en va dans une économie du savoir. Ben, on est dans une économie du savoir. Alors, comment est-ce qu'on peut ramener les choses pour profiter de tous ces talents-là? Disons, même à l'école, toi-même, t'as dû être écœuré à l'école parce que tu Oui, levais peut-être la main trop vite à l'école, puis tes je vais essayer camarades de classe n'aimaient pas trop ça. je vais essayer de le faire rapidement, mais il y a deux choses qui me viennent en tête. Euh, Tu parles du Québec. Effectivement, il y a un gros opprobre sur l'intellect, qui vient aussi d'une pensée euh, de gauche, mais qui est peut-être de gauche dans ce cas-là, de prolétariat et tout ça. Il y a cette scène dans une pièce de théâtre de Marcel Dubé où une femme parle à l'homme qui est son conjoint, mais qui est le père d'une fille. Elle n'est pas la mère de cette fille-là. Et elle dit, ta fille, c'est une hippie, c'est une traînée, c'est une prostituée, c'est une intellectuelle. Et l'homme dit, wow, traite pas ma fille d'intellectuelle. OK, c'est là qu'il réagit. C'est OK, là qu'il c'est réagit. l'insulte C'est ultime. l'insume OK, ultime. Et ouais. il y a beaucoup du Québec des années 50-60 là-dedans, puis on est les héritiers de cette Mhm. génération-là aussi, puis nos enfants sont les héritiers de notre adéquation par rapport à cette réalité-là. Fait que oui, ça existe. Ça existe aussi dans d'autres sociétés, bien sûr. Oui, j'imagine. On a des records du monde pour à peu près tout. On a des records du monde aux Olympiques, de toutes les formes de disciplines de course. En natation, c'est ridicule. On a les courses, celui qui nage le plus vite sur 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres et plus. Et on ne s'est pas arrêté là. On a celui qui nage en brasse, celui qui nage en crawl, celui qui nage sur le dos, celui qui nage en papillon. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir qui nage le plus. On a des championnats du monde de qui descend le plus creux, qui saute le plus haut, qui rabote le mieux une planche de bois. Et moi-même, votre humble serviteur, je suis allé au championnat du monde de roche-papier-ciseaux. Ça existe. Voyons. Mais on n'a pas de championnat du monde de l'intellect. On pourrait compter le championnat du monde des échecs là-dedans. On a les Olympiades de Ouais. mathématiques aussi, mais on n'a pas les Olympiades de chimie. On a le prix Nobel de chimie, on a le prix Nobel de physique, on a le prix Nobel de la paix aussi. Et on a... Même Yoshua Bengio a reçu même pas un prix Nobel. Il y a eu un autre prix aussi prestigieux que le prix Nobel, mais il n'y a pas de Oui. prix Nobel Non, dans l'informatique, non. informatique encore. Ça n'a pas été mis à jour, autrement dit. Non, non, OK. puis c'est... je ne sais pas si ça doit être mis à jour non plus. Je ne sais même pas OK. quelle est même la pertinence des prix Nobel. Je me pose la question. Je pense que c'est des archétypes qu'on se crée, c'est des effigies aussi qu'on se crée. Euh, Moi, ce qui m'importe le plus, c'est les travaux de cette personne-là et non pas le fait Ben qu'elle ait oui. été récompensée. Ces travaux-là sont très importants, je pense, pour l'avancement de la société et de l'humanité. Mais donc, c'est de revenir à l'intelligence, c'est très mal vu parce que ça posait la question à n'importe qui court des marathons, puis il va vous dire, sans même sourciller, son temps qui est à des années-lumière du record du monde. Hey, moi, je cours le marathon Ouais. en 3 heures, en 4 heures, en 5 heures, puis le fait, c'est je cours le marathon. Poser la question à OK. quelqu'un, HPI, c'est quoi ton chiffre de QI? Et essayer de détecter le malaise dans la pièce. Les gens sont extrêmement mal à l'aise à parler de leur intelligence, de leur intellect différent des autres. Absolument. Moi-même, Absolument. je dis pas mon chiffre parce que c'est gênant, parce que c'est plus souvent mal reçu. Puis les gens se comparent, puis les gens pensent que la différence entre 140 de QI et 141, c'est pas si grand que ça, puis que c'est très, très grand, puis que les gens arrondissent, les gens font comme dans les sports, ils arrondissent leur chiffre à la hausse, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que quand je parle d'essayer d'abolir les étiquettes, même si je les nomme, ben c'est un peu ça. C'est pas le chiffre de QI qui compte, c'est ce que tu fais avec la magie dans baguette. Tu sais. Puis le meilleur conseil que je peux donner, je pense, au HPI dans la salle, c'est d'accepter cette responsabilité-là, d'être. Tu sais, quand on est l'adulte dans la salle avec des enfants, ben, on a cette responsabilité de la sagesse adulte,
Mais Oui, si, puis j'aime même pas ça dire plus intelligent que l'autre, ça se quantifie pas comme ça. Mais si tu as une sagesse, une intelligence, une compréhension différente, c'est ta responsabilité de l'expliquer puis d'amener l'autre. Je pense que tout le monde a la capacité d'arriver à la même conclusion, peut-être plus lentement, peut-être avec plus d'explications, avec plus de contexte, puis tout ça. La rapidité est ce qui différencie beaucoup les HPI des neurotypiques. ouais, c'est C'est ça. la capacité rapide de produire qui est infinitésimale. D'ailleurs, la différence dans la myéline puis la transmission neuronale, on parle de fraction de la vitesse de la lumière, là. Elle est à peine un peu plus rapide que la moyenne. Mais cette petite différence-là, elle est cruciale et fait qu'on peut prendre des décisions plus rapides. Ça veut aussi dire qu'on peut prendre la mauvaise décision plus rapidement aussi. Il ne faut jamais oublier ça que même si l'idée est arrivée rapidement, c'est peut-être pas la meilleure décision dans les circonstances. Puis il faut toujours s'auto-valider. Moi, j'ai eu plus souvent tort que raison dans ma vie. Et c'est le lot de tous les humains. Les humains ont des décisions à prendre. On a survécu comme espèce parce qu'on prend sensiblement un petit peu des meilleures décisions. Les gènes de ceux qui ont pris un petit peu des mauvaises des meilleures décisions se Meilleure sont décision. transmis plus, mais on est dans l'infinitésimal ici. Là, on n'est pas dans des marges de 30-40 là, on est dans des. C'est infinitésimal. Et cette vitesse-là aussi, elle n'est pas plus grande que. Pas si plus grande que ça que la moyenne. Il y a des En gens fait, aussi que ce la. que je comprends aussi, c'est qu'on a intérêt à travailler en équipe parce que la réalité, notre cerveau construit la réalité tout simplement. Et puis, Aussi. on peut pas appréhender toute la réalité. Donc, c'est mieux de travailler avec des gens qui ont des profils différents des nôtres pour avoir une idée assez précise de la réalité dans laquelle on est, Exactement. au lieu Et cette d'avoir des gens qui ont les mêmes neurodiversité-là, affinités. C'est ça. cette neurodiversité-là est aussi importante que la diversité culturelle, la diversité de Voilà. langue, la diversité de Voilà. religion, la diversité de culture également. Il faut, moi, je travaille, c'est la mission que je me suis donnée, à faire reconnaître cette différence-là. Mais je dis souvent en conférence, si les HPI représentent 2 de la population et qui ont le sentiment qu'ils sont la locomotive qui traîne le train, il ne faut pas oublier qu'une locomotive tout seul, ça ne sert à rien. C'est parce qu'il y a un train derrière que la locomotive a une importance. C'est parce qu'on apporte quelque chose à bon port ou à bonne gare. Il faut, Mhm. et cette locomotive-là n'est possible que parce qu'il y a tous les autres wagons et qu'il y a des rails et qu'il y a quelqu'un qui les a construits, ces wagons-là et ces rails-là, qui sont possiblement pas des HPI eux autres mêmes. Mais la civilisation existe parce qu'on a ce spectre complet-là parmi l'humanité. Exactement. Et le langage qui nous permet de mettre en commun nos diversités, de communiquer avec des gens qu'on ne connaît même pas, mais qu'on est capable de construire, avec qui on est capable de construire plein, plein de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Et puis, je dis à tous ceux qui nous écoutent actuellement que l'enregistrement sera dans quelques jours sur la chaîne YouTube et sur Spotify. Je t'enverrai les liens aussi pour que tu puisses les partager avec ton réseau. Et puis, ben, merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien Ben, tout le monde. Au c'est un revoir. plaisir. Merci.